mon opinion de l'Afrique, Au moins du moins pays de mon pays, duquel tu viens. Ouais. qui va à reculons. Non, mais faut le dire, il va à reculons. Mon opinion, c'est que non pas faut pas y retourner, mais qu'est-ce que tu pars y faire? Tu peux y retourner pour manger, oui, mais back to Africa, je rentre en Afrique, oui, et après. Est-ce que je me vois faire mon travail jusqu'à la retraite? Bah forcément non. J'aimerais bien arrêter si tu me proposes maintenant là, je ne sais pas, meilleur autre chose. Je le fais, ou bien si tu me proposes je gagne. Mieux rémunéré. Bien sûr. C'est le motif de tout le monde. Malgré que je sois en stage de 4e année, beaucoup de gens, ils me contactent pour me dire j'aime ton profil. Et j'aimerais faire un entretien avec toi. Pourquoi tu me contactes? Pourquoi tu voudrais faire un entretien avec moi? Je n'ai pas... Et c'est c'est pour proposer un CDI, quoi. Pourquoi? Mon profil n'est pas à jour. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai fini mes cours? Pourquoi, à ton avis? C'est pour te donner petit argent. Tu crois que c'est quoi? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Diaspora Africaine. Alors moi c'est Wilfried Zemza et je suis accompagné de Yvan Fomat. Et ensemble on te parle Afrique, on te parle diaspora et surtout on parle entre jeunes. Donc nouvelle émission aujourd'hui. Yvan, sur la forme, ça va? Ça va pas, mais bon, on peut pas. Je sens pas le peps là. Il y a pas le dynamisme, mais je sens que les sujets du jour qu'on va aborder là, ça me fait bouillir le sang. Faut mettre l'énergie parce que c'était le cinquième numéro, donc on est au 5e podcast. 5e épisode, ça passe vite, Déjà, ça passe oui. vite. 5 c'est la moitié de 10. Et 10 c'est le 10e de 100, on n'est pas loin du 100e épisode, donc il faut mettre l'énergie. Donc aujourd'hui, nouvelle émission sur le thème actuel, le thème qui a été entamé sur le podcast précédent, donc l'insertion professionnelle. Je vous invite d'ailleurs à aller voir l'émission qui est une pépite, donc allez voir l'émission. Et voilà, aujourd'hui c'est la suite d'un deuxième podcast, donc un nouveau thème. Et aujourd'hui on parle de la réussite au travail, option salariat. Pour ça on a accompagné de nouvelles invités que je laisse le soin, ils vont nous présenter. Allez. Ouais, pour le sujet du jour, nouvelle invitée. La dernière fois on a abordé ensemble le salariat. Et aujourd'hui on va avoir des insights d'un invité très spécial. Clyde. Le plus grand des salariés. Plus salarié que lui. Non. On a un petit peu discuté en off, il nous a donné un petit peu la couleur, mais bon. Vous allez découvrir avec le temps. Allez. Clyde, comment tu vas? Ouais, je vais bien. Tu pousses, tu mets la cale, c'est ça? C'est je vais bien. C'est le plus important. Positivisme. Ok. Bon, non, ça fait plaisir de te recevoir sur la chaîne. Et la première question qu'on va te poser, on va entrer dans le vif du sujet. Bon, déjà qu'il peut-être se présenter. Il nous a dit qu'il va bien. On est content de savoir qu'il va bien. Te présenter. Si tu peux nous dire en quelques mots qui est-ce que tu es. On sait que tu t'appelles Clyde parce qu'on l'a dit. Je suis Clyde et puis c'est tout. Clyde, c'est qui? Clyde, c'est Clyde. C'est la carte de la réserve alors. Okay, non, c'est pas de carte de réserve, mais il n'y a pas plus à dire, je dirais, que ça, quoi. Bah, je pense qu'on en découvrira quand même plus au cours du podcast sur toi. Quand tu me demandes de me présenter, qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on parle de salariat, donc en l'occurrence, quelle est ta position professionnelle actuellement? Je suis salarié, quoi. Je suis ingénieur logiciel. D'accord. Société Générale. Donc là, ingénieur logiciel à Société Générale. Ouais. Bref, précis et concis. Tout simplement. Bon, j'allais poser la question directement. Qu'est-ce que tu penses du Back to Africa? Back to Africa. Vraiment, moi, j'aime avoir des questions hyper précisées parce qu'en fonction de la précision de la question, la réponse est totalement différente. Et là, quand tu me dis Back to Africa, tout ce que je vois, c'est juste un mot qui est sur la bouche de la majorité des Africains qui sont en diaspora et qui
s'imaginent que parce que d'autres, enfin, je vais prendre peut-être le cas de la Chine, avec le retour des cerveaux, l'Afrique peut faire pareil. Mais mis à part ça, il y a, pour moi, je sais pas, je suis pas trop le sujet, mais il y a rien de plus profond sous le Back to Africa. Donc, Mais si tu précises la question, qu'est-ce que tu penses du Back to Africa qui est de tel. Donc là, tu as un petit peu anticipé sur la question mythe ou réalité. Et là, c'est d'ailleurs le premier podcast qu'on a traité sur la chaîne. Donc, justement, je te l'accorde, c'est un sujet en vogue qui peut même sembler être, je sais pas, une propagande. Donc, on observe aujourd'hui sur les réseaux sociaux une grosse hype sur le retour en Afrique. Donc, retour en Afrique, pas seulement des jeunes, parce que si on parle certes entre jeunes, mais retour en Afrique de tout le monde pour développer l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, l'Afrique apparaît énormément aux yeux du monde sur une nouvelle face. Donc, il y a ce phénomène de retour en Afrique là qui prend de plus en plus de l'ampleur. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que, effectivement, tu nous as dit que il faut préciser la question, mais tu as quand même donné un avis. Donc, dis-nous ce que tu en penses. Est-ce que pour toi, c'est un mythe? C'est un thème qui ne devrait même pas exister parce qu'on ne doit pas parler de retour en Afrique. Tout le monde doit être juste où il se situe. Permets-moi juste de terminer la question. Est-ce que tu penses que les jeunes doivent rentrer en Afrique? Est-ce que tu penses que les jeunes doivent rester où ils se sentent le plus à l'aise, peu importe ce que l'Afrique vit? Quelle est ta position sur ça? Est-ce que déjà le mouvement Back to Africa, c'est un mythe ou tu penses que c'est une réalité? Est-ce que c'est juste un slogan? Question simple. C'est peu importe ce que je pense, j'ai envie de dire. Oui. Le plus important, c'est est-ce que ceux qui portent le mouvement, est-ce que ceux qui y croient travaillent pour le réaliser? Travaille pour faire que ce soit un mouvement important, quoi. Je veux dire, de nos jours, il y a tellement de mouvements. Il y a tu vas voir, il y a des gens qui, je dirais, créent un mouvement juste parce qu'ils veulent créer un mouvement, juste pour le simple fait de dire, oui, je suis leader de tel truc. Mais tant que t'as pas fait, j'ai envie de dire, que ton mouvement, que ton idée se démarque, ça vaut pas le coup d'en parler. Oui. Et alors, moi, il te faut du concret, c'est ce que je comprends. Exactement. Est-ce que tu penses qu'il y a du concret, du coup, dans le mouvement? Je suis pas, du coup, je peux pas savoir. Mais tu t'es senti impacté par ces leaders d'opinion dont tu parles? Est-ce que tu t'es senti impacté? Tu les connais pas? Honnêtement, je ne les connais pas. Mais mon opinion de l'Afrique, bon, j'ai pas une grande connaissance de toute l'Afrique, mais mon opinion au moins du pays duquel tu viens. Ouais. Qui va à reculons. Non, mais il faut le dire, il va à reculons. Ça, c'est vrai. Mon opinion, c'est que faut pas y retourner. Non, pas faut pas y retourner, mais qu'est-ce que tu pars y faire? Tu peux y retourner pour manger les plats, il y a le coquille. C'est bon, tu peux y retourner pour manger, oui, mais Back to Africa, je rentre en Afrique, oui, et après je retourne cultiver les champs que je détestais cultiver durant toutes les années que j'étais jeune. Mais non, j'ai pas envie de rentrer cultiver la terre, non. Ou alors je retourne parce que si je vais pas cultiver, peut-être je vais traîner dans les comment ça s'appelle dans l'oisiveté, tu veux dire? Ouais, justement parce qu'il y a pas je veux dire il n'y a pas de structure pour encadrer les jeunes dans ce phénomène de retour. C'est même pas une question de structure, c'est une question de oui, c'est bien sûr une question de structure, mais aussi une question d'entourage. Tu ne peux pas être 100 fois différent que de ceux qui t'entourent. C'est un barrissant. Chacun a un poids, il attire l'autre vers lui. Si vous êtes deux, par exemple, même si vous n'avez pas une très grande influence et que vous me tirez vers le bas, peu importe comment je cours vers le haut, je n'atteindrai pas le même potentiel que si je suis entouré de personnes qui, eux aussi, me poussent vers le haut. Là, en gros, pour résumer, l'environnement dans nos pays respectifs n'est pas du tout propice à ce... Tellement les choses ne sont pas propices. Ah ouais, à ce qu'on vienne... Ouais. C'est très pertinent cet avis, surtout qu'il a une question ouverte, il a donné une réponse très très ouverte, où on arrive à percevoir quand même son avis. C'est pas le sujet du jour. Non, c'est pas le sujet du jour. Le sujet qu'on a déjà... On va s'étendre sur le sujet, mais pour rappeler... On a traité lors du premier épisode. Rapidement, ce qu'on a dit au premier épisode, c'est que on reconnaît, le mouvement Back to Africa n'est pas de dire que l'Afrique c'est un paradis.
On sait que l'Afrique, à certains égards, peut posséder des points vraiment négatifs et vraiment dissuasifs. Mais c'est de dire que l'Afrique va mal, mais qu'est-ce qu'on fait? L'Afrique, c'est pas une entreprise sur laquelle on peut déclarer faillite, on ferme tout, on reconstruit. Non. C'est un continent sur lequel des gens vivent. Donc, si ça va mal, on doit réparer. Et c'est à qui de réparer? Si tout le monde dit que ça va mal, donc on y va pas, qui réparera l'Afrique un jour? Il faut que l'Afrique soit réparée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce qu'on est à l'aise ailleurs? Est-ce que c'est pas bien de réparer chez soi pour être mieux chez soi? Je vais peut-être bloquer là. Si tu veux, on pourra en rediscuter. Non, on va l'émission peut-être. Ouais, on va rediscuter parce que là, ça va vraiment être long. intéressant et large. On pourra peut-être une émission spéciale avec lui parce que je sens que Clyde a dit sur le sujet. Mais bon, entrons dans le thème du jour. Salariat. Donc, comment réussir au travail? Option salarié. Donc, les salariés, là, tous les salariés, là, venez ici. Aujourd'hui, on va dire votre vrai nom. Donc, l'entrée dans le monde professionnel, notamment l'option salariale, c'est une étape indéniable. Et on ne peut pas y échapper. Lorsqu'on est jeune, on va forcément entrer dans le monde professionnel. Et précisément pour ceux qui sont en diaspora, parce qu'ici on est sur diaspora africaine, l'environnement étranger possède des codes qu'il faut déchiffrer si on veut aspirer à une vie professionnelle fructueuse. Et justement, l'idée de ce podcast, c'était d'en discuter entre nous afin d'en dégager des points utiles. Et bien déjà sûr. pour nous sur le plateau, mais également pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Donc, on va essayer d'en parler, de faire des fact-checking, comme tu as dit au début, en termes de l'émission. Et pour commencer, j'ai envie de savoir, c'est quoi, ça représente quoi le salariat pour toi? L'option salariat, parce qu'on a bien dit au podcast précédent que l'entrée dans le monde professionnel, le professionnalisme, c'est plusieurs domaines. Tu peux être salarié, tu peux être entrepreneur, tu peux être tellement de choses. Moi, aujourd'hui, est-ce que tu es salarié? Tu nous l'as dit, voilà. Salarié, donc, ça représente quoi pour toi, le salariat? Encore une fois. Pour un salaire, Parce que tu allais nous dire qu'encore une fois, que c'est vague. Ouais, la question est vague. Au moins, c'est les coûts. Salariat. Il n'y a pas de définition à salariat. Pour moi, c'est, tu travailles pour un salaire. Et je crois, du moins, oui, que toute personne travaille pour un salaire, que tu sois indépendant, entrepreneur ou je ne sais quoi d'autre, tu travailles pour un salaire, quoi. Mais le salariat a quand même ses spécificités. Lorsqu'on parle de salaire, un entrepreneur, tu vas pas forcément parler de salaire, c'est des revenus. En réalité, à la fin de la journée, c'est un salaire, mais c'est pas réellement le terme salaire, si on veut être puriste. En entrepreneuriat, on parle pas de salaire. Donc, le salariat, c'est à sa spécificité où on travaille pour quelqu'un dans un système qui est déjà là pour accomplir une tâche qui a été définie par la structure dans laquelle on est. Donc, ça, c'est spécifique. Là, tu es en train de nous dire que le travail, c'est juste le travail. Or, le travail, c'est pas juste le travail. Il y a plusieurs formes de travail, dont le salariat. Donc, le salariat, ça représente peut-être faudrait mettre un autre thème dessus parce que l'homme mange à la sueur de son front. La sueur de son front, c'est le salaire de son travail. Est-ce que tu as une autre proposition pour ceux dont je sais pas. Ce sont pas les mots qui m'enchantent le plus. Donc, ouais, pour moi, c'est basiquement, ce serait tu travailles pour obtenir le pain que tu manges. Il n'y a pas d'aspect Justement, quand tu as commencé à travailler, je sais pas, les premières années, est-ce que tu t'es vu rester? Oui, mais vous voulez définir peut-être le salariat comme être à bas de l'échelle, par exemple dans une entreprise ou autre. Bon, pas forcément, mais pas forcément. Moi, la question que je te posais était un peu plus ouverte, c'était de savoir, est-ce que toi tu t'es vu, parce que tu t'es dit travail, tu m'as dit travailler, c'est travailler, mais est-ce que tu t'es vu rester dans le système du salariat toute ta vie jusqu'à la retraite? Est-ce que quand tu l'as fait, tu t'es dit bon? Est-ce que je me vois faire mon travail jusqu'à la retraite? Bah, forcément, non. J'aimerais bien arrêter, si tu me proposes maintenant, là, je sais pas, autre chose, je le fais, ou bien si tu me proposes, mieux rémunéré. Bien sûr. Donc là, le motif, en gros, c'est la rémunération. Il y a que ça. C'est le motif de tout le monde. Faut pas signer des choses. Je n'ai pas travaillé un jour de ma vie, Non. Faut être honnête. Bien sûr, tu peux être épanoui dans ton travail.
Bien sûr, tu peux dire, j'aime tellement ce que je fais. Mais en fin de compte, si il n'y a pas l'argent qui va avec, s'il n'y a pas la possibilité pour toi de t'épanouir autrement, je veux dire par exemple les loisirs, les voyages, la nourriture, parce que c'est le plus important. Et ouais, La nourriture, les voyages. Parce que... Non, la nourriture, c'est le plus important. La nourriture et tout ce qui va avec. Si tu ne peux pas t'offrir ça, peu importe combien tu aimes ce travail, tu ne vas pas le faire. Et justement, ça fait partie d'une des questions que j'ai envie de poser. Mais avant ça, je vais introduire peut-être la question par un sujet, parce que le but du podcast, c'est de donner des informations utiles quand même aux spectateurs. Tu es salarié aujourd'hui, peu importe quelle est ta vision du salariat, peu importe ce que tu y fais, tu as quand même suivi un processus pour y arriver, processus qui est le même pour tout le monde, et pour ce qui est la recherche d'emploi. Donc, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire en ce qui concerne ta recherche d'emploi? Quels sont les conseils peut-être que tu peux donner? Quelles sont les anecdotes que tu as sur cet aspect-là de ta phase de transition? Malheureusement, ça a été facile pour toi, c'est ça? Pour moi, j'ai pas recherché d'emploi. Enfin, j'ai fait des recherches, j'ai fait des entretiens et autres, mais tu veux c'était dire pas avec le même engagement, la même pression que quelqu'un qui n'avait pas de travail. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais en alternance. Bon, là, j'ai galéré pour trouver. Bon, j'ai même pas galéré pour trouver l'alternance. J'ai cherché, j'ai fait 50, 100 candidatures. La seule candidature où il y a eu un retour a été fructueuse. Ouais, a été fructueuse. J'ai travaillé durant mon alternance et ça s'est bien passé. À la fin, on m'a proposé un CDI. Mais ça veut pas dire que j'ai pas essayé de regarder ailleurs. Si j'ai essayé de regarder ailleurs, j'ai regardé quelques autres boîtes, j'ai fait quelques entretiens. Mais oui, après tu le décris comme si c'était facile, mais il faut pas oublier que la difficulté que tu n'as pas eue entre la fin de tes études et le travail, tu as eu cette galère-là pour trouver ton alternance, c'est ce que tu disais? Pas l'alternance, mais plus le stage au départ. Parce qu'il y avait un stage à faire. Oh, voilà, il faut nous raconter. On veut l'histoire. On raconte pas tout le stage, mais donne-nous une anecdote ou deux qui t'ont marqué durant ces expériences-là. Deux choses. Bon, je crois que c'est quelque chose qui se passe pour les étrangers. Déjà, bon, là, c'est pour tout le monde. Quand tu es en école, tu es en troisième année, tu n'as pas d'expérience, rien. Tu donnes un CV, c'est comme si tu donnais une page blanche, quoi. On te prend juste parce qu'on veut te prendre, tu ne sers à rien. Faut être honnête, tu ne sers à rien ou presque. Tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas de valeur. Et même si tu as une valeur, on te prend pas parce que on te prend pas pour cette valeur. Quand on prend un étudiant, on prend son potentiel, j'ai envie de dire. Même pas de potentiel. Quand tu fais un stage de découverte d'entreprise, par exemple, pour moi, on ne devrait pas avoir à candidater et tout ça. Bon, oui, tu peux écrire une lettre de motivation, ok. Non, là, c'est de ma faute. J'ai cru que tu parlais de l'emploi déjà. Mais toi, tu es encore au niveau du stage. Oui, je suis au niveau du stage. Au niveau du stage. Si tu veux faire un stage, pour moi, première année, ok. Tu fais une lettre de motivation, pas de CV. On dit ta lettre de motivation. Est-ce que tu as de beaux mots? Est-ce que tu formes de belles phrases? Si ça plaît au recruteur. Mais en vrai, demander un CV. C'est ça, parce qu'en réalité, l'étudiant n'a pas d'expérience. Tu le prends à l'enthousiasme. Parce que la chose que les entreprises craignent, maintenant qu'on est dans le monde des entreprises, c'est d'avoir un stagiaire qui ne fout rien. On préfère 1000 fois un stagiaire qui ne comprend rien, mais qui est impliqué, qu'un stagiaire qui ne fout rien et qui se croit autosuffisant et arriver, quoi. Bien sûr, et en ce sens-là, le CV est important parce que ça permet de faire le tri. Parce que tu vas pas dire que sur 10 stagiaires qui, entre guillemets, n'ont pas de compétences, n'ont pas de valeur ajoutée pour l'entreprise, les 10 auront la même valeur. Pour moi, la lettre de motivation vaut quelque chose, mais le CV ne vaut rien parce qu'il n'y a rien sur le CV. Oui, mais ça entre dans le processus CV, lettre de motivation, c'est la même chose. Je préfère lettre de motivation. Oui. En tout cas, cette étape-là, oui, je comprends ton point de vue. Le CV, tu vas dire, j'ai travaillé à Mato. Et alors? C'est pas toi qui peux travailler à Mato. Exactement, moi, je sais souffrir. C'est pas moi qui peux travailler à Mato, mais ça va, je vais dire, je suis passionné par l'automobile. Je veux faire un stage chez Mercedes. Pourquoi est-ce qu'ils veulent savoir si ou pas
si j'ai travaillé à McDonald's. Non, ça ne sert à rien. Après, dans ton CV, tu aurais pu mentionner, par exemple, si tu es si passionné que ça, que tu as travaillé dans une association, dans un garage. En 2 mots. Alors qu'avec une lettre de motivation, bon, moi, je dis pas que refuse les lettres de motivation. Avec une lettre de motivation, tu peux montrer de façon plus... Tu es en train de nous perdre. Il faut revenir sur la question. C'est vrai que l'on s'est éloigné, mais il a dit quand même quelque chose qui est important et qu'il faut préciser. Déjà, la lettre de motivation, on se questionne vraiment sur son utilité. Lui dit que c'est utile pour le stage, mais il y en a qui disent aujourd'hui que c'est même plus utile pour postuler. Mais bon, je pense qu'on ne trouvera jamais ça dépend, comme je dis, ça dépend de... Ça dépend de... Si tu as quelque chose dans ton CV, ok. Oui. Si tu as rien dans ton CV. Non, si tu n'as rien... Après, même sans aide de motivation, parce que moi, quand je postulais pour le stage de fin d'études que j'ai trouvé, j'étais aussi, je n'avais aucune expérience, je n'avais rien du tout. Et quand j'ai demandé à mon tuteur de stage pourquoi il m'a pris, il m'a dit, j'étais pris à l'enthousiasme. J'ai aimé ta vibe, j'ai aimé ta tête. Parce qu'il n'y a rien d'autre en réalité. Et ce que j'ai fait, j'ai pas écrit de lettre de motivation, mais par contre, j'ai fait des mails de suivi. Donc quand j'ai postulé, j'ai fait une lettre de remerciement, une lettre où un mail où j'ai réaffirmé ma motivation. Donc il y a eu 2 mails derrière pour suivre l'entretien que j'ai fait. Et à la fin, il y a un deuxième entretien où il voulait bien voir si le gars, il fait tous ses mails, est-ce qu'il est vraiment motivé. Tu réaffirmes ta motivation. Donc, tu ne fais peut-être pas la lettre de motivation formelle, mais en réalité, tu dois forcément montrer ta motivation par un moyen ou par un autre. Très bon conseil. Et je vais quand même revenir sur ce que tu as dit, parce que tu as dit que si je veux faire un stage chez Mercedes, je n'ai pas besoin de dire que j'ai eu une expérience chez McDonald's. C'est pas un stage, faut préciser stage de découverte. Stage de découverte, oui. J'ai été de cet avis-là pendant un certain temps, mais avec le temps, je pense que non, parce que une expérience professionnelle, c'est pas seulement sur le plan technique. Il y a aussi d'autres aspects. Savoir comment s'adresser à ses collaborateurs, à ses collègues, savoir quelles sont les règles de fonctionnement dans une entreprise. Et pour ça, tu n'as pas forcément besoin tu peux travailler dans le secteur de la mode, mais les règles de fonctionnement sont les mêmes lorsque tu pars en industrie, par exemple. Donc ça aussi, ça compte, c'est utile. C'est sûr que ça compte, mais je veux dire, le but de ce stage, c'est de te montrer ça. Oui. Parce que tu entres supérieur, tu vas découvrir, on l'espère pour toi, 5 ans plus tard, le monde de l'emploi, peu importe comment tu le découvres. Et donc, ce stage a pour but de te montrer un peu légèrement les rouages, comment ça fonctionne en entreprise, la hiérarchie et tout. Donc, refuser quelqu'un qui n'a pas d'expérience pour ça, ce serait bête. Et je suis sûr qu'on refuse pas. Mais on va repartir sur la suite parce que je sais aussi d'accord. Avant de sortir, poser une question pratico-pratique. Pour quelqu'un qui vient postuler pour sa première expérience professionnelle dans son domaine d'études, qui avant ça n'a fait que des jobs chez McDonald's, on a parlé de McDonald's, restons sur McDonald's. Est-ce que vous lui conseillez de mettre McDonald's sur son CV ou pas du tout? Oui ou non? Oui, il doit le mettre très clairement. Très clairement. Pas oui ou non seulement. J'ai le problème. Ça dépend de l'entreprise. Je suis de son avis, ça dépend de l'entreprise. Mais je suis plus oui que non. D'accord. On va avancer. Okay, là, on était sur la question de la recherche d'emploi. On n'a même pas donné l'anecdote. C'est vrai. Tu en avais une. Abreuve-nous. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Je crois que c'est en 4e année. Stage de 4e. Oui. Tu sais. Tu postules, tu repostules. Tu n'as pas d'entretien, tu n'as pas de retour. Les moindres retours qu'il y a, ce sont les retours négatifs. Mais par chance, tu as ton stage, tu réussis, tu finis ta 5e année. Et quand tu finis ta 5e année, tu n'as pas mis ton profil à jour, pas que mon profil LinkedIn. Jusqu'à présent, je suis en stage de 4e année. Ça va. Tu n'as vraiment pas galéré si ton profil n'est pas à jour. Bon, je suis en stage de 4e année. Et le truc, c'est que, malgré que je sois en stage de 4e année et que, bon, j'ai mis quelques mots-clés de ce que je faisais en stage de 4e année, beaucoup de gens, ils me contactent pour me dire, j'aime ton profil. Et j'aimerais faire un entretien avec toi. Pourquoi tu me contactes? Pourquoi tu voudrais faire un entretien avec moi? Et c'est pour proposer un CDI, quoi. Pourquoi? Mon profil n'est pas à jour. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai fini les cours? Pourquoi, à ton avis, du coup? C'est pour te donner petit argent.
Enfin, bon, je ne sais pas comment ça se passe, mais moi, je me dis, non, faut être, moi, je me dis que, non, bon, attends, reprenons nos esprits. Ce sont de rire et je dis ma théorie à ce propos. Tu as un nom kilométrique. Ici, ils n'ont pas de nom kilométrique. Sur ton profil, on voit un peu, tu viens de Douala, là. Je crois, ils tapent les mots-clés étrangers, long kilométrique et trucs comme ça. Je pense aussi. Ils voient que ça J'ai finit. soupçonné. Ils t'envoient. Tu les aurais suppliés pour qu'ils regardent ton CV pendant une seconde. Ils ne l'auraient pas fait. Maintenant, ils polluent ta messagerie LinkedIn. Donc, tu veux dire, c'est que tu es en train Ce n'était pas ton anecdote, je sais pas. Si, c'est mon anecdote. Mon anecdote, c'est ça. Parce que je me dis, pourquoi est-ce que... Parce que là, j'ai fini. Je n'ai pas fini l'école. Sur mon CV, sur mon profil, je n'ai pas... Enfin, j'étais censé finir l'école parce que quand tu mets sur LinkedIn, tu mets quand tu vas finir. Donc, ils font peut-être un mot-clé, viennent de finir l'école. Ils raflent aussi, ils envoient un message générique. Alors que toi, quand tu postules, tu fais une belle lettre de motivation qui ne va pas être lue. J'ai aimé votre CV, vous êtes vraiment, machin. Et un jour, un mec, il m'a envoyé un truc. Il m'a dit des trucs que je n'avais jamais fait et qu'il a dit qu'il a vu dans mon profil et qu'il a aimé. Mais et ça continue. Le truc, c'est que ça fait quoi, 2 ans que j'ai fini. Et bon, là, ça s'est un peu, Ouais, ça se calme un peu. Mais, quand tu venais de sortir, tu étais contacté de partout. Mais moi, au départ, je me suis même dit, bon, je vais faire quelques entretiens. Et j'ai compris, pourquoi j'ai conclu que c'était, pour donner petit agent, c'est parce que quand j'ai dit que je voulais petit agent, elle a réagi, nous, on donne plus petit que ça. Beaucoup plus. Toi, c'est ce qu'elle a dit. Moi, je me rappelle, quand je faisais ces entretiens, moi, bon, toi, tu veux pas donner les chiffres. Moi, je donne les chiffres. Je peux donner les chiffres. C'était on me demandait d'aller travailler à Strasbourg. J'ai demandé quoi? 36 ou 38. Elle m'a dit non. Ils ont 32. Exactement. C'est la politesse qui m'a fait ne pas raccrocher directement. En résumé, tu es en train de nous dire que la machine de recrutement, c'est une machine sans état d'âme. Bien sûr que toi, tu voudrais... On ne l'ignore pas, hein. C'est la réalité. Mais c'est même au-delà de ça pour moi. Je trouve que certaines personnes, vu qu'elles se disent, bon, toi, tu as fini dans l'école, tu as 7 ans, 6 mois, 7 ans, 1 an pour trouver l'emploi. On va te proposer le minimum qu'il faut pour que tu aies un titre de séjour. Parce que là, il faut encore préciser que si tu n'as pas un minimum de fric, tu ne dois pas avoir de titre de séjour. Et c'est indexé sur le SMIC, c'est 1,5 fois le SMIC, je crois. Et donc, ils vont te proposer exactement 1,5 fois le SMIC en te disant, oh, tu sais, tu as tel avantage. Non. Désolé, je ne veux pas les avantages. Très belle anecdote. Et quel est l'enseignement que tu en as tiré, que tu peux partager avec nos téléspectateurs, du coup? N'acceptez pas les premiers trucs. Pourquoi tu devrais accepter quelqu'un qui veut? Déjà, un truc. Première chose, quand on vient te contacter, tu n'es pas Bill Gates, tu n'es pas Sundar Pichai ou qui que ce soit. On vient te contacter dans ta boîte. C'est qu'on te prend pour le produit. On te prend pour celui qu'on va tourner n'importe où et payer des miettes. Trouve ton emploi. Cherche et trouve. Ne reste pas à attendre qu'on vienne t'offrir des miettes. Et si, pendant que tu cherches, on t'offre des miettes, dis désolé, je ne vaux pas les miettes. Mais les gens se retrouvent souvent en porte-à-faux parce que lorsqu'on termine la dernière expérience avant de travailler, il faut avoir un emploi rapidement pour pouvoir renouveler sa carte de séjour. Ouais. Donc les gens n'ont pas forcément toute la latitude de repousser toutes les offres d'emploi qui viennent de leur. Donc c'est quoi normalement, le juste tu as 1 an pour trouver le travail. Oui, mais ça demande d'avoir un APS. Et l'APS c'est dangereux parce que si ça expire, tu rentres. Ouais, mais est-ce que tu veux accepter le petit agent d'abord? Parce que moi je pense que les recruteurs jouent beaucoup sur ça. Et j'ai eu des retours de certaines personnes. Tu vois quelqu'un qui travaille en Île-de-France, c'était il y a 2 ans, qui touchait 32, 33, 34. Wow. Mais tu fais comment? Il y en a qui vivent avec. Non. Il y en a qui tu es sur le standard. Regarder la caméra en disant ça, s'il te plaît. Tu es sur le standard de son domaine professionnel. Non, c'est pas une question de standard de mon domaine professionnel. Bien sûr. Je veux dire, regardons un Africain classique
qui a, bon, pas fui son pays, mais qui a dû se battre. On va certains dire que tout le village a cotisé pour t'envoyer. Bon, ça, c'est plus vrai de nos jours. Ouais. Mais, c'est un peu cliché. ça saigne un peu pour t'envoyer, quoi. C'est pas la caution, moi, je me rappelle l'année, déjà même l'année où on venait, il y avait le truc de, ils vont monter les pensions à 10 000 euros, là. Ouais. Beaucoup de gens ont stressé. Oui, parce que le programme est mort. Si la pension qui est de 600 euros à 10 000 euros, c'est fini. Et tu vois, tu es dans ces conditions. Ton avenir dépend de ça. Tu vois. Il y a eu beaucoup d'investissements, beaucoup de stress et tout. Tu viens, tu ne peux pas accepter. Je veux dire, il y a des gens qui peut-être ici, je sais pas qui sont nés ici, qui vont dire j'accepte les 33 000, je vis avec. Mais détrompe-toi, c'est pas tes amis. Ils ont peut-être l'héritage qui les attend, ils ont peut-être la maison, mais ils n'ont pas les mêmes problèmes. Le téléphone ne va jamais sonner. Oui, les Européens. Le téléphone ne va jamais sonner pour dire qu'il faut envoyer l'argent parce que ton petit frère. Ah, bah, le matos. Ouais, il y a vraiment. Et quand tu commences à travailler aussi, ça c'est un autre truc. Il faut que les gens arrêtent. On te demande de l'argent. Mais la vérité, c'est que l'argent est dur, mon frère. L'argent est dur. Le début du mois, c'est le début du mois comme ça. Là, tu peux te dire que tu as l'argent. Moi, tu as dérivé. Non, j'ai pas dérivé. C'est un autre. C'est un autre sujet. Mais c'est quand même c'est très pertinent ce que tu dis. Donc, la question que tu as posée, c'est qu'est-ce que les gens qui ont fini le stage et qui ont quelques mois avant la fin de l'expiration de leur titre de séjour et qui ont ces offres d'emploi à 32 000 euros dont tu juges très insuffisant, qu'est-ce que tu leur dis de faire? Qu'est-ce qu'ils font? Tu leur dis qu'ils n'acceptent pas? Donc, pas n'accepte pas. Deux choses à faire. Commence à chercher l'emploi très tôt parce qu'il y a c'est un peu comme le foot, il y a le marché de l'emploi, il y a la période chaude là. Quand les gens sortent de l'école, c'est une période chaude où il y a beaucoup d'offres d'emploi. Après, peut-être après les fêtes, il y a souvent aussi des offres d'emploi, mais les offres d'emploi diminuent avec le temps, quoi. Et donc, tu dois forcément bien te positionner sur ce marché. Bien te vendre, bien te positionner. Si tu es si malheureusement tu n'as que cet emploi qui te donne 32 000 euros, accepte avec douleur dans le cœur, mais avance en te disant, il faut que je me sorte de là au plus vite. C'est vrai aussi qu'il y a des points, des domaines, oui, on va dire, qui sont plus difficiles que d'autres. Mais au fond, je pense que si tu fais une bonne recherche, tu planifies bien, tu as déjà ton stage, mais dès les premiers mois de ton stage, disons 2 mois après le début de ton stage, tu te fais déjà un beau CV. C'est suffisant pour te faire un CV. Anticiper au maximum. Oui, anticiper là bien. Tu fais ta recherche parce que si ta fille, il y en a beaucoup qui trouvent de bons salaires, relativement bons. C'est jamais bon. De bons salaires avant d'avoir terminé même leur stage. Et là, ils n'ont pas de pression. Alors que toi, si tu as attendu un mois avant de faire, tu as attendu un mois avant la fin de ton stage pour dire, je cherche. Déjà, un mois avant la fin de ton stage, tu seras en juillet, août. C'est les vacances. C'est les vacances. Je ne sais pas. Bien, c'est un point très important que tu lèves parce que les recruteurs, si vous remarquez bien, en avril, mai, ils sont très actifs. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'après mai, ils vont en vacances. Si tu commences à postuler en juin, juillet, août, tu n'auras pas de réponse, mon ami. Ils n'ont pas de réponse. Ils ne sont pas là. C'est ça. Et avant septembre. Et en septembre, tu reviens, c'est la rentrée. Tout le monde a fini son stage en même temps que toi. Donc, le marché est saturé. Exactement. Donc, il faut anticiper, faire les relances, faire tout ce qu'il faut là et multiplier les candidatures. On ne sait jamais. Parce que c'est à multiplier les candidatures que tu vas tomber sur peut-être le seul truc le ciel, oui. Ouais. Et un autre truc qu'il faut faire, c'est ne pas abandonner parce que vraiment, les recruteurs peuvent te donner l'envie d'abandonner. Genre vraiment, tu postules via LinkedIn, un recruteur voit ton profil, mais il ne répond pas, rien. 3 par jour comme ça là. Tu postules, disons, 5, 6, 10 par jour, 10 offres par jour, 2, 3 recruteurs regardent ton profil LinkedIn, tu vois pas, quand tu regardes, votre profil a été vu, machin chose. Et ça se passe comme ça chaque jour, mais t'as pas de retour. Et tu te dis, mais peut-être c'est mon CV, peut-être que je suis bête, peut-être que je ne vaux rien,
Mais faut pas tomber dans ça. Tu vaux trop. Non, non, c'est une réalité. Si Après, tu ne crois pas en ta valeur, ouais, déjà, il faut croire en sa valeur. Et de deux, vous êtes en stage, vous avez dans votre entreprise votre tuteur de stage, un collègue avec qui vous entendez probablement bien et votre RH. 3 personnes qui vous aideront probablement à faire votre CV. Donc, si tu as ton CV, que tu veux le faire et que tu n'as pas confiance en toi, va demander de l'aide. Tu demandes de l'aide. Tu leur demandes, est-ce que mon CV est suffisamment bon? Tu demandes à un homme du domaine, un collègue du domaine, est-ce que sur ce CV, il y a toutes les compétences requises pour que je sois accepté par un recruteur? Si on te dit oui, tu sais, tout ce qui te reste à faire, c'est de postuler à 20 offres par jour. Tout ce qui passe. En fonction de ton domaine, tu verras, tu peux avoir peut-être une version de ton CV, 3 versions. Tu postules à tout ce qui passe. Ce n'est pas grave. Tu envoies seulement. D'accord. Donc, pour résumer, tout ce qu'on a dit là, il faut anticiper au maximum. ouais. Il faut connaître sa valeur et croire en sa valeur. Il faut persévérer et enfin, il faut se référer, demander conseil à son entourage. Que ce soit au travail ou même dans sa vie personnelle. Pour sortir de là, j'ai envie de poser une question parce que justement, tu vois, en restant dans la même lancée, la question qui revient très souvent lors de la recherche d'emploi, c'est quels sont les éléments qui motivent votre choix d'entreprise? C'est le salaire. Il y a trois éléments qui reviennent très souvent. On va pas aller chercher partout, on va rester sur ces trois. Le salaire, la culture de l'entreprise, donc l'environnement qui y règne, et enfin, c'est le projet. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ces 3 points? Je suis d'accord. Donc, je veux qu'ici sur le plateau, on fasse un classement de ces 3. Qu'est-ce qu'il y a en premier, en deuxième et en troisième? Ce qui m'a motivé, moi, c'est les jours de vacances. Ça rentre dans quoi? Ça rentre dans tu as combien de jours de vacances? J'ai combien de jours de vacances? Voilà.